etc. Et à partir de là, bon, même si c'est un délire philosophique, on va dire, cette invention, à partir du moment où il n'y avait pas d'avenir, je me dis, ben, je vais délirer dessus, quoi. Même si ça reste un délire, ça reste qu'il y a du sens, quoi. Toute cette situation où on se retrouve... alors je me dis, qu'est-ce que je pourrais en faire encore? Toujours pareil. Je me dis, ben, je fais un lien avec le yoga. Parce que dans le yoga, en fait, on fait travailler un muscle par des postures pour ouvrir, pour avoir une répercussion psychocorporelle. C'est-à-dire, on travaille des postures avec les muscles, avec le corps, de façon à ouvrir son esprit. Et là, moi, je me suis dit, le fait... Alors, je ne vous ai pas fait voir ce que ça fait, hein, donc vous voyez, ça, c'est mes fesses. Et les pièces, elles sont mobiles. C'est-à-dire, mes fesses viennent se mettre en contact avec les pièces mobiles. Et hop, en m'asseyant dessus, les pièces descendent et reprennent leur place, comme ça. Voilà. Donc je me suis dit, en détendant le muscle sphinctérien, je vais éventuellement pouvoir ouvrir l'esprit, ouvrir la créativité. Et oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, comme dit Jacques Ellul, il n'y a que la technique qui va pouvoir nous sauver, quoi. Alors moi, je voulais faire mon invention. Une invention technique qui va sauver le monde, qui va permettre de moins merder dans la vie, au sens propre, comme au sens figuré. Bon. Ça marche pas. Donc c'est ni la technique, ni Dieu qui viendra nous sauver, de toute façon. Bon, alors il m'a fallu continuer à trouver des moyens de construire le courage. Pour arriver toujours pareil, je me dis, bon, il n'y a rien qui viendra me sauver, pas de miracle, etc. Pour arriver à vraiment à trouver l'énergie, la dynamique et l'impulsion et le déclic de faire quelque chose quand vraiment je juge que c'est nécessaire, il faut que je continue à trouver qu'est-ce que c'est qui participe. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je le disais, mais ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait que je le dise, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul, quoi. On ne peut pas y arriver seul, et ce qui fait qu'effectivement, par exemple, même si on était de bonne volonté, comme je disais tout à l'heure avec mes collègues de travail, contre l'administration dans mon hôpital où je travaille, pour remplacer un départ à la retraite qu'ils ne voulaient pas remplacer, ou pour avoir des formations, des reconnaissances de technicité, etc., ou pour avoir un local avec la lumière du soleil, alors que ça faisait 10 ans qu'on travaillait dans les souterrains de l'hôpital. Il y avait heureusement quand même la CGT qui nous a bien aidés, quoi. Et sans eux, je crois qu'on n'y serait pas arrivé, parce que les huissiers, ça fait peur. Et donc, moi, je reviens un peu en 1999, donc je sentais que dans mon couple, ça allait pas bien, et qu'il allait se passer quelque chose de catastrophique, quoi. Et qu'il allait falloir que j'ai du courage, parce qu'il allait y avoir quelque chose de dur à passer, quoi. Effectivement, c'était le divorce qui était en perspective, et pour me préparer à cette catastrophe, je lisais des livres. Je lisais des livres, encore toujours des livres, comme si je pouvais trouver dans les livres toutes les solutions. J'y ai cru pendant longtemps. Et je lis Esprit rebelle de Michel Onfray. Et après, je relis encore un autre article. C'était à l'époque où Michel Onfray, c'était en 99, il était peut-être un peu moins populaire, médiatique, avec tout ce qu'on peut le critiquer un peu maintenant, quoi. Et je lis dans un article où quelqu'un il parle de cette espèce de dynamique perpétuelle qui, justement, alors moi j'étais à la recherche de cette dynamique perpétuelle, c'était cette impulsion-là qui voilà, souvent je mets les mains là, hein, et puis d'ailleurs quand je vous parlais du WC, qu'on merde, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, quoi. Il se passe à ce niveau-là. Alors il y a ceux qui sont branchés énergie, effectivement il y a un point d'énergie là aussi, et à ce niveau-là il y a aussi un truc, on dit que l'intestin c'est un deuxième cerveau, quoi. C'est-à-dire l'intestin, il y a presque autant de connexions neuronales que dans le cerveau. Et l'intestin, d'ailleurs,
le mot intestin, intestus, dans la tête. C'est presque, il y a énormément de connexions et de choses qui se passent entre les intestins et le cerveau. Donc, Michel Onfray, et ben je lui ai écrit à Michel Onfray. Je lui ai écrit, et en moins de 15 jours, il me répond. Donc voilà la lettre de Michel Onfray. Alors je vais avec ça, je prends ça, et je vais à la pharmacie. Parce que ça ressemble à la truc du médecin. C'est aussi illisible que la prescription médicale d'un médecin. Et je vais demander à la pharmacienne qu'elle me lise ma lettre. Et je lui demande à la pharmacienne qu'elle me dise qu'est-ce que je dois prendre. Donc il me dit qu'il est content que je m'intéresse à lui. Enfin, dans ma lettre qui était assez longue, effectivement, je faisais un peu l'étalage de mon savoir. Donc le philosophe Fichte, donc, tout à l'heure, je disais qu'il avait parlé déjà de la passivité humaine, etc. Et donc il est content que je m'intéresse à lui, tout ça. Et il me conseille de lire un de ses livres qui s'appelle « Sculpture de soi ». Donc, la pharmacienne n'a rien pour moi. Je vais à la librairie et le livre. Alors, le livre « Sculpture de soi ». Voilà. J'ai mis un élastique parce que tellement qu'il s'en va, quoi. Et j'y découvre dans ce livre un personnage fabuleux. Un condottiere. Le condottiere en particulier, le Bartolomeo Colleoni, le condottiere, un condottiere qui a une statue majestueuse en bronze sur un cheval rugissant sur une place à Venise. Et le condottiere, c'est un mercenaire en fait. C'est un mercenaire qui, condota, ça veut dire condottiere, condota, ça veut dire conduire, c'est-à-dire celui qui conduit. Et c'est aussi bien c'est un contrat de louange. Le condottiere, c'est un mercenaire qui loue ses services à des seigneurs et pour mener des guerres. Alors il a toute sa logistique, il a tout ce qu'il faut pour mener une guerre, et juste il passe un contrat avec un seigneur et il va jusqu'au bout de son contrat et il le réalise très bien. Mais la métaphore surtout, c'est que ça décrit le condottiere, c'est au-delà du fait qu'il fait la guerre, mais surtout la métaphore à retenir de ce condottiere, c'est quelqu'un c'est comme si on pouvait retirer de son condottiere une capacité à faire une guerre intérieure, c'est-à-dire à pouvoir se mettre en guerre quelque part. Ce qui fait aussi, qui pourrait participer effectivement à la mise en route ou au déclenchement, à l'impulsion qui fait qu'on puisse procéder à des changements qui sont essentiels dans notre vie. Et ce condottiere, c'était vraiment, ça donne la pêche, quoi, de lire ce livre. C'est vraiment quelqu'un qui a une éthique, ça met vraiment la pêche, quoi. Moi, je vous invite à lire ce livre. Donc, j'en suis... alors, l'inconvénient, là, je vais juste mettre un petit bémol, c'est que quand moi, j'ai pas, après, j'en ai rencontré d'autres, on va dire, de mentors. Le bémol que je voudrais mettre, c'est que le mentor, ça pourrait être un gourou, mais au gourou au sens hindou du terme, pas le gourou qui est meneur de secte, qui fait l'objet de poursuites judiciaires, et qui aliène les gens et qui volent tout leur argent, quoi. C'est que il y aura toujours des suiveurs et des meneurs, quoi. Mais effectivement, le fait de rechercher par exemple un mentor ou un guide, on peut avoir la malchance de tomber sur un Hitler, et vous voyez où ça nous mène, quoi. On peut aussi avoir l'occasion de suivre par exemple Martin Luther King, et là on ira vers quelque chose de plus humanitaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder un minimum d'autonomie, quoi. D'autonomie au sens d'être soi-même la loi, pour pouvoir s'engager à suivre quelqu'un, parce que il faut pouvoir aussi s'extraire quand on se rend compte que le guide sort des clous, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a plus la légitimité d'être guide, et aussi il faut pouvoir garder ce pouvoir sur soi-même aussi de destituer le guide dans le cas où il nous fait n'importe quoi. Donc c'est intéressant d'avoir un chef, mais pas au sens que c'est quelqu'un qui a été reconnu avoir cette légitimité, pas qui nous l'impose. Je vais passer à une
une partie suivante qui me semble aussi importante pour construire son courage, c'est le fait d'avoir connaissance de tous les mécanismes qui nous aliènent. Alors, dans les mécanismes qui nous aliènent, souvent, on reparle de l'expérience de Milgram qui a été faite en 1960 pour nous donner... alors 1960, l'expérience de Milgram, c'était juste après la guerre. On essaye de... C'est le procès d'Eichmann, c'est le livre de Hannah Arendt sur la banalité du mal, pour remplacer. Et à ce moment-là, on essaye d'expliquer comment se fait-il qu'il y a eu ces abominations à travers l'extermination des Juifs. C'est-à-dire comment se fait-il qu'on puisse s'être autant soumis à l'autorité et essayer de trouver une explication. Alors, donc Milgram, il fait une expérience sur l'obéissance et l'obéissance et éventuellement la désobéissance à l'autorité. Et de cette expérience, effectivement, on la retrouve, cette expérience, dans un film avec Yves Montand qui s'appelle I comme Icare. C'est la première fois qu'on l'avait découverte. Il s'agit de quelqu'un qui est... la personne qui fait l'objet de l'expérience, elle doit punir quelqu'un s'il ne répond pas bien à des questions. Il le punit en lui envoyant des décharges électriques. Et tous les sujets qui font l'expérience, qui font l'objet de l'expérience, ont pratiquement à plus de 2/3 du cas tué la personne qui recevait les décharges électriques. Sauf que la personne qu'ils ont tuée avec les décharges électriques, ils l'ont pas vraiment tué, mais ils l'ont entendu souffrir. Mais c'était un acteur en fait. C'était un acteur. C'était pas vraiment. C'est quelqu'un qui simulait les décharges électriques. Mais qui simulait très bien, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à 450 volts, etc., je souffre, j'en peux plus, je veux sortir de l'expérience, arrêtez, j'en peux plus, etc. Sauf que la personne qui envoyait, qui poussait sur les manettes pour punir la personne qui ne répondait pas aux questions, alors le fait de lui envoyer des charges électriques, c'était censé l'aider à faire travailler sa mémoire, le fait qu'il soit puni. Sauf qu'à côté de lui, il y avait effectivement le fameux savant avec la blouse blanche qui lui disait à celui qui était payé pour ça, qu'on avait trouvé de façon recruté de façon ordinaire, vous, moi, et que ça pourrait être vous, moi, n'importe qui, quoi. Cette personne-là, elle était là, à côté, il y avait le savant, il lui disait, chaque fois qu'il entendait souffrir l'autre, ah mais je continue, oui, continue, c'est pour le bien de l'expérience, etc. Il faut aller jusqu'au bout, j'en prends la responsabilité, l'autorité, j'en prends la responsabilité, et l'autre qui continue, voilà. Et ce qu'on ne dit pas de cette expérience, donc 60%, soit 2/3 des gens ont pratiquement envoyé des voltages qui sont susceptibles, quand on s'y comprend bien, de tuer la personne. Et après, le tiers, vous me direz, eh ben oui, il y a un tiers qui a refusé. Ben non, le tiers dont on ne parle pas, lui, il n'est pas comptabilisé dans l'expérience parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout du protocole. Parce qu'une expérience sociologique, c'est un protocole. Si on ne respecte pas le protocole, on ne comptabilise pas les personnes. Mais dans ces 30% qui n'ont pas tué la personne, il n'y a personne qui a à un moment dit au savant à la blouse blanche, non, je refuse de continuer l'expérience, je m'oppose à l'autorité, personne n'a fait ça, quoi. Et c'était pour prouver comment, à quel point, à travers cette expérience, on est soumis à l'autorité. Et soumis à l'autorité, on peut revenir encore au sérieux, le petit cochon qui, à travers déjà depuis longtemps, à travers l'éducation, a été formaté à ça. Donc, c'est très difficile de s'extraire de l'autorité.